Alors, bonjour tout le monde. J'ai pensé vous préparer une présentation pour vous aider peut-être à mieux comprendre l'œuvre du Horla et de son auteur, évidemment, Guy de Maupassant. Parfois, quand on comprend mieux les intentions de l'auteur, ben, ça permet de mieux apprécier l'œuvre. Donc, vous vous souvenez qu'en début d'année et à l'automne, on s'est intéressé aux stars de la littérature française. Hein? Je voulais qu'on trouve ensemble cette année qui a fait rayonner le français dans le monde. On a parlé de Perrault, on a parlé, les auteurs de contes, en fait, là, on a commencé par ça. Et je pense que Guy de Maupassant mérite cette appellation de star de la littérature parce que c'est lui qui a vraiment rendu très, très populaire le genre du conte fantastique. C'est vraiment le père, on dit qu'il est le père du conte ou le père de la nouvelle. La nouvelle, c'est pas une nouvelle que vous entendez à la télévision, là. C'est un autre type de texte. On dit donc petit texte où il y a une intrigue, un peu d'angoisse et où il y aura à la fin une chute, donc une fin abrupte. Et c'est vraiment lui, là, le maître de ce type de texte-là. Alors, il est né en 1850, il est mort en 1893, donc il a eu une courte vie, là, 43 ans, on verra pourquoi plus tard. Alors, il est né en Normandie, la Normandie qui est une province de la France, une province au nord-ouest, en 1850. Et ça, c'est intéressant, il n'a pas été à l'école jusqu'à, en fait, de 0 à 12 ans, là, il n'a jamais été à l'école, c'est vraiment qu'à 12 ans qu'il entre au collège. Et puis, il va même se faire mettre à la porte de son premier collège. Ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, ses parents l'ont inscrit ensuite dans un autre lycée, le lycée de Rouen. Et là, vous devriez vous dire, oh, cette ville, on en entend parler dans le livre. Ben oui, c'est une ville qui va le marquer là, dans sa vie. Et donc, il va s'intéresser dans ce lycée-là aux lettres, à la poésie. Il va être vraiment meilleur élève. La chance de Maupassant dans sa vie, je pense que c'est qu'il a été ami d'auteurs extrêmement célèbres et très, très prolifiques. D'abord, Gustave Flaubert, qu'on voit ici, et finalement Zola, deux grands auteurs de l'époque, des auteurs qui étaient très bons dans le style réalisme. Vous verrez peut-être plus ça en cinquième secondaire, donc la capacité à décrire beaucoup, beaucoup, beaucoup là, la vie telle que nous la ressentons. Et ces deux personnes-là vont vraiment l'aider à travailler son style littéraire et à devenir un meilleur auteur. Donc, vous avez encore une image de Flaubert ici plus tard. Une photo de Maupassant adulte. J'ai mis un portrait d'Émile Zola, un de mes auteurs chouchous. Bon, alors, il va commencer ses publications assez tard quand même. Il a commencé à écrire plutôt tard là, pour un auteur de son époque. C'est Boule de Suif qui l'a fait connaître et ensuite Bel Ami. C'est assez connu là, en littérature, ces deux textes-là. C'est pour ça que je vous les présente. Et ça a été quand même populaire, ces deux textes-là. Alors, il se permet de quitter son emploi de commis au ministère de la Marine, ensuite commis au ministère de l'Instruction publique, et il décide de se consacrer à l'écriture de recueils, de nouvelles et de romans. À l'époque, les auteurs avaient peut-être cette façon d'être publiés, c'est-à-dire d'être publiés dans des journaux. C'était un peu les téléromans de l'époque, là. On publiait par feuilleton des bouts d'histoire. Et voilà, donc il fallait attendre au lendemain pour avoir la suite, etc. Et c'est dans ce journal, Le Gaulois, qu'il a publié sa plus grande nouvelle, celle qui est la plus connue, La Parure, que vous aurez peut-être l'occasion d'étudier en quatrième secondaire. J'en parle pas plus de La Parure, mais franchement, c'est un très beau texte, assez court aussi, là. Voilà, donc à découvrir. Il publiera le Horla par la suite. Texte qui l'a vraiment rendu encore plus célèbre.
Mais Maupassant, donc, va mourir à 43 ans. Il meurt de la syphilis. Donc, oui, une maladie vénérienne. Bon, l'histoire ne dit pas comment il l'a contracté, là, mais Maupassant est mort également. Il serait mort fou. Il se serait comme enfoncé dans des maladies mentales et une forme de schizophrénie. Plusieurs font des parallèles entre le Horla, le texte qu'il a écrit, et peut-être ce qu'il vivait. C'était un homme très tourmenté. Et bon, n'empêche qu'il a écrit plusieurs œuvres, là, mais tout ça, toute sa production tient en une dizaine d'années. Donc voilà pour l'homme. C'est très court, évidemment, là, hein, c'est vraiment un portrait très rapide de l'auteur. Vous avez ici quelques images. Bon, je vous ai fait un collage de ses textes principaux. La Maison de Tellier, Conte de la Bécasse. Qu'est-ce qui est très connu aussi? Une vie de Maupassant. Là, je le vois pas, mais il est vraiment, c'est vraiment connu. Bon, alors maintenant, le Horla, conte fantastique par excellence. Cette image-là, elle est tellement représentative de l'histoire, si vous l'avez lue. J'espère. Sinon, à relire. Hein? Cette histoire, donc, qui va nous faire côtoyer la folie, l'angoisse, la peur. On va juste prendre le temps de rappeler là, les grandes caractéristiques d'un conte fantastique. Hein, on parle de fantastique quand il y a irruption de l'irrationnel. Hein, l'irrationnel, là, quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer, mais on a donc une irruption de ça dans un cadre réaliste, un cadre normal. Et ces contes peuvent s'expliquer de deux façons. C'est ce qu'on appelle la double explication possible. Nous pouvons expliquer l'intrigue par la logique, par la science, ou sinon par la folie, la maladie mentale. Donc, ce texte écrit en 1887 est d'abord classé nouvelle d'horreur. Bon, elle sera reclassée ensuite conte fantastique. Là, ça, c'est des gaguères de littéraire, là. Et ce qui est original dans ce texte, c'est qu'il a écrit cette histoire deux fois. La première version fait intervenir d'autres narrateurs. C'est pas la version que vous avez. Celle que vous avez lue, c'est celle qu'il a retravaillée sous la forme d'un journal intime. Et ça, c'est vraiment intéressant, là, cette idée de narrateur interne, participant, hein, comme on a vu, mais qui nous livre ses impressions par la forme d'un journal avec des dates. Et on voit comme ça l'évolution là, de la peur, de ses émotions. C'est assez intéressant. Le mot « Horla », plusieurs ont tenté d'expliquer là, que veut dire ce terme. Ce qui semble être le plus retenu, c'est que le terme serait une combinaison de l'expression « hors hein, » pour « outside » et de « là »,« there hein, ». En anglais, le « Horla » a été traduit « the outsider ». Voilà, donc c'est l'explication qui semble la plus possible, quelque chose là, qui est extérieur, mais qui est très dérangeant. Bon, dans le texte, on évoque des lieux, je trouvais ça le fun de vous aider à vous situer sur la carte, parce que ce sont des lieux réels. Vous avez d'abord la ville de Rouen, ville de France, au nord-ouest de Paris, très belle ville, voyez-vous ici sur l'image, on voit la Seine, le fleuve dont j'expliquerai après. Là. Voilà. Pour vous aider sur la carte, je ne sais pas si vous voyez Paris ici. Ben, en fait, avec la flèche, peut-être que vous voyez. J'encercle Paris. Et vous avez Rouen en rouge. Deuxième lieu évoqué, j'en ai parlé brièvement, la Seine. La Seine qui est un fleuve français. Bon, pour nous, le fleuve, ça ressemble à une rivière, là, mais hein, c'est bien un fleuve. Et ce fleuve, donc, qui transite par Paris, coule comme ça, là, jusqu'à Rouen.
pour se déverser dans l'océan. Alors, c'est le même fleuve que vous avez peut-être déjà vu, ceux et celles qui sont allés à Paris. Voilà donc la Seine avec la Tour Eiffel. Et vous avez la Seine de Rouen, qui est la même. C'est féminin, on dit la Seine ou le fleuve. Bon, un autre lieu évoqué, c'est le Mont Saint-Michel que voici. C'est important ce lieu. D'abord, c'est grandiose, c'est magnifique. Il faut aller là dans votre vie. C'est situé dans le nord-ouest de la France. C'est quand même tout près de Rouen. Alors, c'est pour ça que le personnage, c'est crédible qu'il se rende à ce lieu, là, faire un pèlerinage, un arrêt. Plusieurs personnes dans l'histoire ont transité par le Mont Saint-Michel, qui est un lieu de prière, de pèlerinage. Et vous avez au haut de ce mont-là une abbaye, hein, donc là où il y avait une congrégation religieuse qui y habitait. Alors, on peut y accéder à la marée basse. Voyez-vous ici, on voit là, la fin, là, la toute fin de la marée basse qui est en train de monter. Alors, il faut vraiment prendre l'autobus dans les bons moments quand nous y allons. Le reste, c'est des champs autour. C'est beaucoup de champs de pâturage avec beaucoup de moutons. Je vous recommande cette visite. Franchement, c'est magnifique. J'y suis allée 2 fois. Vous pouvez visiter les remparts de la ville et vous pouvez monter comme ça jusqu'en haut. Il vente. Hein, mon souvenir du Mont-Saint-Michel, c'est qu'il vente énormément. Donc, c'est un lieu religieux. Alors ça, c'est intéressant de voir par rapport au personnage du Horla. OK, peut-être que s'il avait une pause de cette influence mystérieuse, le Horla, est-ce que c'est parce qu'il s'était réfugié dans un lieu religieux? Le texte ne donne pas de réponse, mais c'est intéressant de se poser la question. Je vous ai mis aussi une carte. Donc, vous avez Rouen dans le carré rouge et vous avez le chemin dans le tracé rouge et blanc là, qui mène jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc, tout à fait possible de penser que le personnage ait fait cette route pour se changer les idées. Et pour les curieux, là, ceux qui aimeraient visiter la France, voyez-vous, au nord de cette section-là, vous avez Caen, Bayeux. Alors, ce sont là que c'est là qu'il y a eu les débarquements de Normandie, là, ces fameux Canadiens qui ont fait les grands débarquements lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis on peut visiter ces côtes, on peut visiter ces anciens champs de bataille. Vraiment, ça fait de très belles vacances à ceux et celles qui voudraient y aller. Je vous ai mis des images, des dessins, des gravures du Horla, parce qu'évidemment, ça a marqué beaucoup l'imaginaire de plusieurs francophones, mais également, ce texte a été traduit dans plusieurs langues. Alors, vous pouvez trouver là, une pléiade là, de matériel là, sur le Horla. Vous avez donc notre personnage principal qui semble dire, faire ses salutations au bateau ici brésilien. À la droite, vous avez un peu l'incarnation, je sais pas, est-ce que le diable s'en est mêlé? Vous avez une représentation ici de ce que le personnage sent la nuit. Son souffle coupé. Est-ce qu'il n'y a pas le mal tente pas de s'abreuver ou de s'oxygéner de son souffle? On voit donc dans ces images la peur, l'angoisse. Et donc, on peut penser que sur 4 mois, 5 mois, cette sensation d'horreur peut rendre un homme fou et qu'il se sent seul avec cette folie. Hein? C'est ça qui est triste. Bon. Voici donc mes petites consignes que j'aurais envie de vous laisser. Oups. Première consigne, bon, écoutez, si c'est pas fait, là, ça urge. Il faut lire le texte une première fois pour découvrir l'histoire. Utilisez les différentes bandes audio disponibles sur Internet au besoin.
Je vous ai fait parvenir un lien. Ceux et celles pour qui la lecture, c'est difficile, ça peut être intéressant d'être accompagné par quelqu'un qui raconte l'histoire. Vous pouvez le suivre et c'est une piste audio d'une heure, là. Alors, ça peut aller très rapidement. Ça peut vous aider à placer les intonations, la ponctuation. Je vous le recommande. L'objectif, là, c'est de comprendre l'histoire dans son ensemble. Simplement, là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'aimerais que nous puissions pousser la réflexion plus loin et j'aimerais que vous puissiez réfléchir aux questions suivantes. Est-ce possible que les gens qu'on étiquette de fous soient en vérité des êtres dotés de dons particuliers? Se peut-il que les êtres déclarés malades mentaux aient en vérité une intelligence unique ou surdéveloppée et qu'ils perçoivent des forces particulières? Je veux que nous puissions réfléchir à ces gens que nous pouvons parfois étiqueter de marginaux, de malades mentaux. Et si, au fond, ils avaient un don, puis que nous, en se considérant hommes normaux, on les catégorise puis on ne s'intéresse pas à leurs dons. Parfois, dans la rue, on peut croiser des gens qui se parlent seuls, des gens qui ont l'air étranges. Mais si, au fond, c'était une forme de génie, la question se pose. Et ce texte nous amène à, oui, réfléchir à l'angoisse, à l'horreur et puis à la folie, mais aussi à l'autre. Est-ce que ces gens différents méritent d'être traités comme nous le faisons? Voilà. Fait que j'espère que ça vous donne plus d'informations ou enfin ça vous donne un petit peu plus d'intérêt à cette lecture. Puis, ben voilà, je vous accompagnerai comme ça là, par piste audio là, dans les prochaines journées. Je vous mets mes sources parce que j'ai profité de présentations déjà montées, que j'ai un peu remaniées, et Google Images, évidemment, qui m'a beaucoup aidé.